Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le symbole de cette pandémie. Le masque va se faire un peu plus discret dans nos vies à partir d'aujourd'hui. Fini l'obligation de le porter à l'extérieur. Ce 2 février marque une première étape avec la levée d'une première série de contraintes, à commencer donc par ce fameux masque, Céline Géraud. Eh bien, il y a d'abord le port du masque qui n'est plus obligatoire en extérieur. Un premier pas vers le retour à la vie d'avant. Une mesure qui s'applique sur la voie publique, dans les files d'attente, les marchés, les remontées mécaniques des stations de ski. En revanche, le masque reste exigé dans les lieux où la distanciation sociale n'est pas possible, dans les stades par exemple, et bien sûr en intérieur. Deuxième mesure, la fin des jauges pour tous les lieux recevant du public assis. Plus de limitation du nombre de spectateurs pour les cinémas, les salles de spectacle, les théâtres ou les stades qui pourront à nouveau fonctionner à pleine capacité. Quant au concert debout, il faudra attendre le 16 février. Enfin, les 3 jours de télétravail par semaine restent recommandés, mais ne sont plus obligatoires. Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1, et vous venez de l'entendre, une deuxième série d'allègements est prévue le 16 février. Il sera notamment possible de consommer debout dans les bars et les cafés. Sur le plan sanitaire, les chiffres de contamination restent élevés, mais cela mérite quand même qu'on s'y attarde. Plus de 330 000 nouveaux cas en moyenne chaque jour, mais nouveau cas ne veut pas dire malade. Une confirmation, cela ne se traduit pas par un afflux de patients dans les unités de soins critiques. Quant au chiffre des hospitalisations, proche des 33 000, il est à relativiser. 30% des personnes infectées et signalées dans ces statistiques sont soignées pour une autre pathologie que le Covid. Alors, à la page politique maintenant, il n'est toujours pas officiellement candidat, Emmanuel Macron, met les choses au point ce matin chez nos confrères de La Voix du Nord à l'occasion de son déplacement dans les Hauts-de-France. Il estime que le temps de sa déclaration n'est pas encore venu. 2 raisons à cela selon lui, la crise sanitaire et la crise internationale avec les tensions à la frontière ukrainienne. Emmanuel Macron n'est donc pas candidat, pas encore, mais il est déjà en tête des parrainages déposés au Conseil constitutionnel, 105 en sa faveur, loin devant les 48 signatures recueillies par Anne Hidalgo. Marine Le Pen ferme la marche avec seulement 2 signatures pour l'instant. Emmanuel Macron, vous le disiez Christophe, qui entame une journée marathon dans le Nord avec un déplacement en 3 étapes. Et la dernière de ces 3 étapes, ce sera à Tourcoing. Il sera question de l'Europe, des migrants et du contrôle des frontières. Autour de lui, les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, dont la France assure la présidence tournante. Emmanuel Macron n'a pas prévu de se rendre juste à côté, à Roubaix, ce que regrette Amine Elbaï. Ce Roubaisien vit sous protection policière pour avoir raconté dans un reportage diffusé sur M6 la montée de l'islamisme dans sa ville. Un sujet dont les chefs de l'État doivent s'emparer sans tarder, selon lui. Le président doit parler du sujet. S'il ne parle pas du sujet, eh bien il aura renoncé. Ce serait une faute morale, ce serait aussi une faute politique. Parce que s'il n'en parle pas, finalement, il aura renoncé et puis il aura laissé la voie aux extrêmes. J'ai fait l'objet d'un certain nombre de menaces de mort, donc j'ai dû prendre le temps à la fois pour déposer plainte et puis prendre le temps d'assurer aussi ma sécurité, parce que je vous le rappelle qu'à seulement 25 ans, je vis sous protection policière. On ne peut pas accepter ce silence qui dure depuis 30 ans. Moi, j'ai entendu souvent ces discours, c'est en même temps. Non, on ne peut pas accepter. Il n'y a pas de en même temps face à l'islamisme. C'est l'occasion pour lui de se positionner. Il doit pouvoir en parler. Amine Elbaï avec Victor Pourchet. Vous venez de l'entendre, cet habitant vit sous protection policière. C'est également le cas depuis quelques jours de la journaliste Ophélie Meunier. On a voulu savoir ce que cela signifiait au quotidien d'être sous protection policière. Oui, effectivement, il rejoint la liste des personnalités placées sous la protection de la République, comme certains journalistes de Charlie Hebdo ou encore la mère de l'un des 2 militaires tués par Mohamed Merah. Alors, plusieurs types de protection existent en effet. William Molinier, quel est le dispositif dont bénéficient Ophélie Meunier et Amine Elbaï ? Eh bien, selon nos informations, tous les 2 sont en ce moment même en train de faire l'objet d'une évaluation par l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Ce service rattaché à la DGSI va leur attribuer un niveau de menace sur une échelle de 1 à 4. Aujourd'hui, 12 personnalités bénéficient d'une protection rapprochée temporaire. La moitié est classée niveau 3. C'est le cas par exemple d'Éric Zemmour, dont la sécurité a été renforcée début décembre après son meeting de Villepinte. L'autre moitié est catégorisée niveau 4 avec parfois des protections que l'on qualifie en interne de confort, comme celle d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui bénéficie selon nos informations depuis plusieurs mois maintenant des services d'un policier. Dès le 4 mars prochain et le dépôt des candidatures officielles, les aspirants à l'Élysée vont tous faire l'objet d'une évaluation et un nombre d'agents va leur être attribué en
fonction des menaces qui pèsent sur eux, avec une exception, Emmanuel Macron. S'il est candidat, il conservera les services du groupe de sécurité de la présidence de la République. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. À 7h05, à Marseille, la grève des éboueurs entre dans son 15e jour et toujours pas d'issue en vue. C'est le 3e mouvement de grève en 4 mois dans certains quartiers. C'est à peine si vous pouvez mettre le pied sur le trottoir. La mairie centrale ne sait plus quoi faire. Sinon, envisagez de demander aux Marseillais de ramasser eux-mêmes les poubelles en attendant de décréter la mobilisation générale. Le maire a fait appel à une société privée. Reportage Stéphane Burgat. Flashé à 120 km/h, un puissant Mistral balaye le petit port du Vallon des Aufs. Au milieu des plastiques, des cartons qui s'envolent. 2 camions bennes du secteur privé libèrent la chaussée. Là encore pour 20 minutes. Sur les 2 camions, on va tout finir. Après, ce qu'il y a plus haut, ce sera beaucoup plus long. Oui, il y a du travail. Avec le vent, c'est pas facile. 6 équipes pour commencer parcourent les secteurs prioritaires du littoral. L'adjoint au maire à la sécurité, Yannick Ouadessian, craint notamment des conséquences écologiques. Il y a un vrai risque aujourd'hui sanitaire et surtout pour la situation sur le littoral. Des déchets qui vont finir sur les plages et dans la mer. Mais beaucoup de Marseillais déplorent une initiative certes bienvenue mais trop tardive. On se demandait quand ça allait arriver. Un peu tard, c'est sûr, parce que c'est catastrophique. Ben oui, regardez, il y en a une montagne devant l'immeuble. Ça vole, ça sent mauvais. D'ailleurs, je marche dans la rue avec le masque pour passer à côté sans respirer. Et le retour à la normale sera long encore, mais tout dépendra finalement de la durée de cette grève. Hier après-midi, en tout cas, les négociations ont repris entre les grévistes et la métropole. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et selon la porte-parole de la métropole de Marseille, la situation devrait revenir à la normale dans 8 jours. On n'avait pas dit ça la semaine dernière déjà. Bref, c'est parti pour les Jeux Olympiques de Pékin avec les premières épreuves dès aujourd'hui, avant de la cérémonie officielle d'ouverture qui est prévue, elle, vendredi. Oui, ça commence à 13h05, heure de Paris, avec du curling. La hantise des athlètes, y compris des Français qui commencent à arriver sur le site, ce n'est pas de rentrer bredouille de Pékin, c'est-à-dire sans médaille, c'est surtout de ne pas pouvoir participer. La faute au Covid, la crainte numéro 1, Axel May, c'est bien d'être testé positif. Oui, c'est l'épée de Damoclès version 2022. L'écouvillon fatal qui vous envoie directement en confinement forcé. Le biathlète Quentin Fillon-Maillet, qui pourrait apporter samedi la première médaille à la délégation française, raconte comment il s'est isolé de lui-même avant de partir à Pékin. Interdiction d'être positif au Covid, donc là, il va falloir faire très très gaffe à la maison. Je vais croiser personne d'autre, mis à part ma copine. Et il y a toujours un risque parce que ma copine continue à travailler. Ce serait vraiment dommage de ne pas partir au jeu à cause de ça. Une situation évidemment dramatique pour tout sportif qui s'est préparé pendant 4 ans pour un tel événement. Situation rencontrée par la délégation autrichienne. L'une de ses principales chances de médaille, la jeune sauteuse à ski Marita Kramer, vient d'annoncer son forfait pour Pékin après un test positif, écrivant sur les réseaux sociaux « Le monde est-il vraiment si injuste ?» Axel May du service des sports d'Europe 1. Allez, le football avec 2 matchs en retard en Ligue 1 et en Ligue 2. Lyon s'impose à domicile face à Marseille 2-1. Les Lyonnais remontent à la 7e place au classement. Et en Ligue 2, le Paris Football Club monte sur le podium après sa victoire 2-1 sur Auxerre. Merci Christophe Lamar. On vous a pas parlé de l'Ukraine dans ce journal. On en reparlera à 8h. On sera sur place avec Marion Gauthier. Alors à chaque jour, son épisode dans la crise ukrainienne.